Salut à tous, c'est Monsieur Matos. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tenait vraiment à cœur, les crampons. Un thème que je voulais aborder depuis très longtemps, les piolets, à savoir les polaires. C'est une blague. Parce qu'a priori, il n'y a rien de plus simple qu'une polaire et finalement, on peut trouver des écarts très différents d'une polaire à l'autre. Ils se foutent de nous là. D'un type de polaire à l'autre. Mais c'est pourri comme thème les polaires. Bon d'accord, en fait j'ai posté un sondage pour savoir si vous vouliez d'abord la vidéo sur les soft shells ou celle sur les hard shells et vous avez été 300 à me répondre les polaires. Donc on va parler des polaires. Oh la démagogie à 2 balles. Du coup comment j'introduis ça moi Bon bah générique. Donc avant tout, je vais vous poser une question dingue, la question qui tue. Vas-y, je suis prêt là, je suis chaud. Quelle est la différence entre une polaire? Non, bon d'accord, c'est une connerie. Ouais, c'était vachement drôle. Parce qu'a priori, il n'y a rien qui ressemble plus à une polaire qu'une autre polaire. C'est vrai, parce que voilà, les laines polaires... Stop! Oula. Alors, une laine polaire, ça ne veut rien dire. Soit c'est de la laine, soit c'est de la polaire. Vous avez aussi les polaires qui intègrent de la laine, mais une laine polaire, ça ne veut rien dire. Ok. Maintenant que ça s'est vu, on va pouvoir passer à la suite. Alors ce qu'il faut savoir sur le marché de la polaire, c'est que vous avez un gros leader qui s'appelle Polartec et qui, au même titre que Gore-Tex, va fabriquer des matières pour que ensuite les marques fabriquent leurs vêtements avec. Du coup, une polaire en Polartec, ça ne veut absolument rien dire. Polartec, c'est pas une matière, mais c'est un fabricant de matière. Et de la même façon que Gore-Tex fabrique des matériaux très différents, Polartec aussi va fabriquer des matières très différentes qui, pour certaines, ne sont même pas de la polaire. Et comme on l'a vu dans une précédente vidéo, une marque qui veut fabriquer une veste imperméable, elle va avoir le choix entre acheter la membrane à Gore-Tex ou fabriquer, développer sa propre membrane, qui généralement va lui coûter beaucoup moins cher. Mais pour la polaire, c'est exactement la même chose. Une marque qui veut fabriquer un produit en polaire va avoir le choix entre acheter la matière originale à Polartec ou développer sa propre matière pour sortir un produit moins cher qui généralement va avoir une moins bonne durée de vie lavage après lavage ou un moins bon ratio isolation-respirabilité. Par exemple, ça va être le cas du Techno Stretch chez Millet ou du TKA chez North Face. Donc dans cette vidéo, on va passer à peu près en revue toutes les catégories de polaires qui existent, mais dites-vous qu'à chaque fois, dans chaque catégorie, vous aurez le choix entre la matière originale développée par Polartec ou une sorte d'imitation développée en règle générale par la marque. Donc on va commencer par la plus classique et la plus basique des matières en polaire, à savoir le Polartec Classic 200. Pourquoi 200? Parce que ça correspond à 200 grammes au mètre carré, c'est-à-dire l'épaisseur du tissu qui va conditionner la chaleur. Donc dans cette matière-là, on a 2 modèles qui ont dominé le marché vraiment pendant des années, à savoir la Genesis de chez North Face ou la Alp Jacket de chez Millet. Le truc, c'est qu'on est sur des matériaux assez volumineux, non stretch, donc avec des couples plutôt amples. Donc clairement, cette catégorie de polaire-là, on la trouve vraiment sur des produits très peu techniques aujourd'hui. Donc ça, c'était du Polartec 200 qui fait 200 grammes au mètre carré. Vous avez aussi du Polartec Classic 100 qui va faire 100 grammes au mètre carré et du Polartec Classic 300 qui va faire 300 grammes au mètre carré. 380 grammes au mètre carré. J'aime pas quand il fait ça. Cherchez pas, c'est comme ça, c'est tout. Donc vous le voyez là, des polaires à 380 grammes au mètre carré, c'est juste monstrueusement volumineux. Moi j'ai eu ce modèle là pendant plus de 10 ans, j'ai jamais eu le courage de la mettre dans mon sac à dos. Je m'en servais chez moi pour faire des économies de chauffage. Je crois qu'il faut qu'il arrête d'essayer de faire de l'humour. En dessous du Polartec 100, vous avez une autre catégorie qu'on appelle les micro-polaires. Le principe de la micro-polaire, c'est que vous allez pouvoir la porter à la fois en seconde couche, mais aussi, même si finalement ça a très peu d'intérêt, à même la peau pour avoir comme une première couche extrêmement chaude. Parmi les micro-polaires, vous allez en trouver des plus techniques que d'autres, notamment avec des structures micro-gaufrées. C'est notamment ce que vous allez trouver sur la Delta LT chez Arc'teryx. Donc justement, sur la micro-polaire, c'est là que je vais vous donner le petit exemple des différences de prix très importantes que vous pouvez trouver. En micro-polaire très haut de gamme, donc très respirante, vous allez avoir la Delta LT dont je viens juste de parler, qui va tourner autour à peu près d'une centaine d'euros.
Une micro-polaire classique, mais quand même en Polartec, va tourner généralement autour de 70-80 euros. Une micro-polaire en matériaux constructeurs, par exemple en TK Micro de North Face, vous allez la trouver autour d'une cinquantaine d'euros environ. Et vous allez pouvoir descendre avec celle de Decathlon à 5 ou 10 euros par exemple. Où va se faire la différence? Eh bien sur la durée de vie, sur la respirabilité du matériau, ou même sur la tête que le matériau va avoir, ou si ça va boulocher plus ou moins, lavage après lavage. Et donc après, vis-à-vis de ces différents grammages dont j'ai parlé, eh ben on va choisir le grammage en fonction de son utilisation. Par exemple, des grammages fins comme le classique 100 ou la micro-polaire, on va plutôt l'utiliser par temps frais ou froid en mouvement. Et puis forcément, du Polartec 300, ça va être quasiment uniquement pour du statique. Et là, on en arrive à une problématique récurrente vis-à-vis de la polaire, c'est que très souvent, quand les gens viennent me trouver pour choisir une polaire et que je leur demande si c'est pour du statique ou du mouvement, ils me répondent les deux. Et il faut bien avoir à l'esprit qu'un vêtement, alors c'est valable pour les polaires, mais ça vaut aussi pour les softshells, les doudounes ou n'importe quoi, s'il est suffisamment chaud pour une condition donnée en statique, bah forcément qu'il va être beaucoup trop chaud pour du mouvement. Donc arrêtez de demander à un même vêtement d'être valable à la fois en statique et en mouvement, c'est juste pas possible. À titre personnel, je trouve qu'une polaire n'a aucun intérêt en statique parce que à chaleur équivalente, elle va être beaucoup plus lourde et beaucoup plus volumineuse qu'une doudoune. Du coup, pour résumer, la polaire, elle est surtout intéressante en mouvement, à condition d'adapter le choix de la polaire aux conditions climatiques et à votre manière de chauffer ou pas quand vous marchez. Donc jusque là on a parlé de polaire assez basique, là on va parler de polaire beaucoup plus technique, c'est-à-dire moins volumineuse ou surtout avec un meilleur rapport isolation-respirabilité. Et pour ce faire, vous allez voir qu'il y a une marque dont je vais beaucoup parler. Cette marque, c'est Patagonia, parce que en fait, l'histoire de la polaire technique est intimement liée à cette marque qui a énormément travaillé avec Polartec pour développer de nouvelles polaires qu'on a ensuite retrouvées chez d'autres marques. Et du coup, je vais être très clair avec vous, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Patagonia. Ouais, ben le jour où tu seras sponsor par Patagonia, pour fêter ça, je t'emmène chez le coiffeur. Je n'ai aucun lien avec eux. Je me suis adressé au magasin Mountain & Sea, qui est le Patagonia Shop de Montpellier, qui a accepté de me prêter des polaires pour faire cette vidéo. C'est un magasin que je vous recommande parce que vous y serez accueillis avec le sourire et de bons conseils et surtout une très bonne connaissance des produits, mais je n'ai rien à voir avec eux. Voilà, ça c'est dit. Donc quel rapport entre Patagonia et l'histoire de la polaire? Eh bien c'est que très tôt, Patagonia a travaillé main dans la main avec Polartec pour élaborer des polaires plus respirantes, plus isolantes, plus compactes et fabriquées à partir de bouteilles recyclées. Du coup, Polartec et Patagonia ont réalisé une gamme de polaires qui s'est appelée Regulator et où initialement vous trouviez 4 modèles, la R1, la R2, la R3 et la R4. Le tout en allant de la polaire la moins chaude à la plus chaude. Donc depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et ces matériaux fabriqués par Polartec, aujourd'hui vous les retrouvez chez à peu près toutes les marques du marché sous diverses appellations Polartec qu'on va voir ensemble et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des matériaux directement fabriqués par les marques. Donc la première polaire de cette gamme, c'est l'une des polaires les plus connues au monde, c'est la célébrissime R1 qui va donc être une des polaires les plus respirantes que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Donc là, vous voyez qu'on est sur une structure micro-gaufrée, le jour passe à travers de façon à mieux respirer. Et donc cette matière extrêmement respirante, c'est ce qu'on appelle du Polartec Power Grid et qu'aujourd'hui vous retrouvez chez Mammut, chez North Face, chez Millet, etc., etc. Donc là, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, ça c'est une version semi-zippée. Ouais, puis c'est pas mal la couleur. Si t'es en rade sur l'autoroute, c'est pratique quoi. Selon les modèles, les marques, etc., vous allez les retrouver soit en zip intégral, soit en demi-zip, soit en demi-zip à capuche, soit en zip intégral à capuche, etc., etc. Alors la R1, au cours de son histoire, vous allez la retrouver dans plein de versions différentes. En ce moment, Patagonia la propose dans une version Tech Face. Donc ça finalement c'est un principe que vous allez pouvoir retrouver sur plein de polaires et dans des grammages très différents. C'est ce que Polartec appelle le revêtement Hard Face. Donc chez Patagonia ils appellent ça Tech Face, mais en gros c'est la même chose. C'est un revêtement extérieur qui va être plus lisse, plus robuste, un peu comme le serait un soft shell finalement. Et du coup ça peut être intéressant par exemple pour des grimpeurs qui vont se frotter aux cailloux et qui vont avoir besoin d'un revêtement extérieur plus robuste. Enfin, et même si je ne vais pas passer en revue toutes les déclinaisons qui existent de la R1 elle se fait aussi dans une version R1R
vous allez avoir un maillage encore plus respirant. Là, on est sur ce qui se fait de plus respirant sur le marché. Du coup, la R1, ça va être une polaire particulièrement agréable à chaque fois que vous allez être en mouvement ou même en fort dynamisme. Donc maintenant, on va quitter le Power Grid, on va augmenter un peu en chaleur et on va basculer sur le Power Stretch. Donc ça, c'est une veste millet que j'ai depuis des années maintenant. Le Power Stretch, il va être donc plus chaud, comme son nom l'indique. Il va être très stretch, du coup vous allez pouvoir le porter très proche du corps, ceux d'une veste, sans qu'il ne gêne les mouvements. Donc ça, vu que c'est plus chaud, c'est forcément moins respirant, on va l'utiliser dans des conditions plus froides, en ski alpin, en cascade de glace, etc. Ça va être une matière que je trouve particulièrement adaptée quand on est en conditions froides et par exemple quand on alterne le mouvement et le statique, par exemple en alpinisme lorsque l'on tire des longueurs. Moi je sais qu'à titre personnel, sauf s'il fait vraiment très froid, j'ai du mal à le supporter en mouvement continu, mais ça encore une fois, ça dépend du métabolisme de chacun. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le choix d'une polaire. Tout le monde ne chauffe pas de la même façon et vous allez avoir des gens qui vont très bien supporter ça, même en mouvement continu, en conditions froides, voire même qui vont réussir à supporter des polaires plus chaudes encore. Le Power Stretch, qui ne fait donc pas partie de la gamme Regulator, c'est la matière polaire la plus chaude qui va être la plus plaquée au corps. Et du coup pour un pantalon, vous allez pouvoir par exemple vous en servir comme vous vous serviriez d'un legging. Ça c'est le pantalon Patagonia Crosstrek que ma femme m'a acheté juste avant notre voyage en Laponie. Du coup ça fait comme un legging mais en polaire, donc très chaud et très confortable. Ouais, puis a priori t'as une super polyvalence pyjama télétravail. Le Power Stretch il est reconnaissable parce qu'il a un aspect très lisse à l'extérieur. Quand vous le voyez en photo, on dirait presque un néoprène. Il va être plus épais qu'un Power Grid et sans l'aspect micro-gaufré. L'un des modèles les plus connus du marché en Power Stretch, c'est la célèbre Aconcagua de chez Mammut. Attention, je parle pas du nouveau modèle Aconcagua Light qui lui est en Power Grid, mais ça aussi, le Power Stretch, c'est une matière que vous allez retrouver chez toutes les marques du marché, chez Trango, chez Rab, chez Millet, chez Mammut, etc. etc. Au-dessus du Power Stretch, quand on va augmenter encore en chaleur, on va revenir à la gamme Regulator avec la R2. Donc avec la R2, on va rentrer dans la catégorie des polaires qui vont emprisonner la chaleur dans des sortes de poils. Et la R2, elle va être construite dans un matériau polaire qu'on appelle Thermal Pro. Donc ce qui va être très chiant avec le Thermal Pro, c'est que c'est une appellation de chez Polartec qui va regrouper un ensemble de polaires qui vont emprisonner la chaleur, mais qui peuvent revêtir des aspects très différents quand vous le voyez de l'extérieur. Et pour ce qui concerne la R2, on va être sur un poil assez ras qui va permettre de conserver une grande respirabilité par rapport, toujours pareil, à un apport d'isolation qui va être quand même relativement conséquent. Et j'en profite pour dire que sur une même polaire, vous pouvez avoir parfois des matériaux très différents. Par exemple, sur la R2, vous allez avoir un matériau principal en Thermal Pro et des panneaux latéraux en Power Grid de façon à ce que ce soit plus respirant et plus ajusté au corps pour que ça prenne moins de volume lorsque vous la portez sous une veste. Ces panneaux stretch en polaire qui sont le plus souvent en Power Grid pour les plus légers ou en Power Stretch pour les plus chauds, et vous les retrouvez aussi sur des doudounes synthétiques. C'est par exemple ce que vous allez retrouver sur la Atom LT de chez Arc'teryx. Et comme je le disais tout à l'heure à propos de la R1 TechFace, la R2 elle se fait aussi dans une version TechFace, c'est toujours pareil. C'est ce revêtement extérieur qui permet d'avoir un aspect moins polaire, presque comme un softshell, et qui va permettre d'avoir un tissu plus robuste lorsque vous êtes susceptible d'avoir de l'abrasion, donc en escalade, en alpinisme ou même dans toute activité extérieure, vous n'allez pas forcément avoir votre hardshell par-dessus. En augmentant encore la chaleur, on va arriver sur la R3 qui ne se fait même plus aujourd'hui, ça c'est celle de ma chérie. La R3 qui va rentrer dans les polaires qu'on appelle les high loft, aussi appelés polaires à poil. Et globalement sur ce segment, les plus connus, ça va être la R3 de chez Patagonia, même si je vous l'ai dit, elle a été arrêtée aujourd'hui, et la Monkey de chez Mountain Hardwear. Globalement, le high loft, c'est-à-dire le poil plutôt long, c'est ce qu'aujourd'hui on va trouver de plus chaud en polaire. Ouais, puis c'est un peu la Rolls du pilou-pilou, quoi. Aujourd'hui, ces polaires, on les trouve de moins en moins. Pourquoi? Parce que elles rentrent en concurrence directe avec les doudounes très respirantes comme la Nano Air ou avec le Polartec Alpha qui va être un matériau synthétique extrêmement respirant. C'est ce type de doudounes qui vont être dans un usage mixte, c'est-à-dire statique en conditions fraîches, mais faut vraiment pas qu'il fasse trop froid, ou surtout pour du mouvement, mais en conditions très froides. Vous allez aussi avoir quelques matériaux polaires qui vont pas être proposés par Polartec. C'est le
cas notamment du Techno Wool. Donc le Techno Wool, c'est une polaire croisée avec de la laine. Vous allez avoir un mélange de laine et de polyester. Ça va donner un matériau qui va avoir l'avantage, même humide, de rester chaud, mais par contre d'être un peu moins respirant qu'un matériau en 100% polyester. Et enfin, je vais parler d'une dernière catégorie de polaire, moins technique celle-là, mais dans laquelle Patagonia s'est aussi illustré avec sa célébrissime Better Sweater. Ça va être des polaires avec un extérieur tricot qui vont être beaucoup moins respirantes que toutes les polaires dont j'ai parlé jusqu'alors, mais qui vont être des polaires qu'on va utiliser plus dans un usage citadin. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir l'avantage de l'apport thermique d'une polaire en polyester, mais un look très citadin qui va faire très pull. Donc j'ai parlé de la Better Sweater chez Patagonia, mais vous allez aussi avoir la Covert chez Arc'teryx qui a fait un gros carton depuis 10 ans, la Arctic chez Mammut ou la Gordon Lyons chez North Face, que sans le savoir, vous avez vu dans toutes mes vidéos depuis le démarrage de ma chaîne. Que... Ah, ça, c'est vachement bien. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon dans l'univers des polaires. J'espère que vous aurez appris des trucs. Si c'est le cas, mettez un like. Comme d'hab, je vous ai mis plein de bonus, les modèles évoqués, tout un tas de compléments dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous à la suite de mes vidéos. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la partager autour de vous, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Vous êtes maintenant plus de 3000 abonnés sur la chaîne et plus de 30 000 membres sur le groupe Facebook Le Bivouac. Alors, je vous remercie du fond du cœur pour ce suivi, ce soutien, cette fidélité. J'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos à venir sur les soft shells, ça arrive, c'est promis, les hard shells, les piolets, etc., etc. Et puis d'ici là, je vous dis bonne rando, bon voyage et bonne course. Et ça, on n'en parle pas? C'est vachement bien. En plus, c'est stretch. Bon bah, pour vous abonner, c'est là, et puis pour voir une autre vidéo, c'est par ici. Tchuss. Et si vous avez des questions sur votre matériel, si vous avez besoin de conseils personnalisés, rejoignez-moi sur le groupe Facebook Le Bivouac et dites « Bonjour Monsieur Matos ».